Processus électoral en République démocratique du Congo et tout. Pardon, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité dans toutes ses facettes. Aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir de la voir encore pour sa deuxième participation sur ce plateau, bien que dans la nature, nous recevons le professeur Faustin Kouakoua, qui se trouve être secrétaire général adjoint de l'ECD, parti cher à Martin Fayulu. Professeur, bienvenue. Merci. Merci de répondre à notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, je l'ai dit dans Luminaire, on commence avec le processus électoral qui semble être, je dirais, très controversé. Vous êtes de la résistance, comme vous aimez de le dire. Aujourd'hui, nous avons l'impression que Martin Fayulu est dans la solitude, il vit seul. Après, là, les dépôts de candidatures de certains candidats, déjà, on peut citer même Matata Ponyo, qui est également de l'opposition. Est-ce qu'on peut justement affirmer cette hypothèse que Martin Fayulu vit aujourd'hui dans la solitude où il est isolé? Pas du tout, hein. Pas du tout. Martin Fayulu n'est pas dans la solitude. En fait, chaque candidat qui veut briguer l'élection présidentielle vient seul. Okay. Parce que quand on vient, on dit « moi, je voudrais bien devenir président de la République », on estime que vous avez jugé le pour et le contre et que vous venez en se disant « je serai élu ». Donc, si M. Matata Ponyo a déposé sa candidature, ça n'engage que lui seul. C'est avec la Mouka, dans le combat, comme vous l'avez bien dit, de la résistance, c'est-à-dire que nous continuons à dénoncer le hold-up électoral de 2018. Nous continuons à dire haut et fort que M. Félix Tshisekedi n'a jamais été élu. Et aujourd'hui, nous continuons encore à dire que comme il n'était pas élu en 2018, il est en train de préparer avec l'aide de M. Kadima la tricherie. Et c'est ce que nous dénonçons. Les autres qui étaient avec nous, qui sont encore dans l'opposition, Kadima, Katumbi, je voulais parler de Matata Ponyo, Katumbi, Denis Sesanga, ils sont encore dans la même logique de dénoncer cette tricherie qui se prépare. Donc voilà, mais chacun dans le contexte de son parti ou de sa composante politique. Donc il n'y a pas de raison de dire que nous, on est seuls. Selon les propos de Martin Fayulu, même votre secrétaire général, Devos Kitoko, vous êtes toujours partie prenante au processus électoral. Mais après la convocation de l'électorat au niveau de la présidentielle, quelle est votre position aujourd'hui? C'est vrai, c'est une option qui a été prise déjà depuis notre congrès. Okay. Vous entendez aujourd'hui, par-ci, par-là, les gens parlent de la tenue des congrès de leur parti. D'enterrement. Nous étions premiers à organiser les congrès depuis l'année passée où nous avons désigné notre président Martin Fayulu comme candidat aux élections présidentielles à venir. Et nous avions dit déjà en ce moment-là que le boycott n'était pas notre discours. Okay. C'est-à-dire que le CID ne pouvait pas boycotter les élections. Mais nous avons dit que les élections que nous attendions devaient être des élections transparentes, des élections apaisées, inclusives. Alors, c'est par rapport à ça, parce que nous nous sommes rendus compte que depuis le début, ici, je pense que c'est vraiment le moment pour vous attirer votre attention. Il y a ici un document qui a été publié par le président Martin Fayulu, qu'il a intitulé « Chronique d'une fraude électorale préparée en 7 épisodes ». Okay. Donc, depuis le problème de nomination des juges à la Cour constitutionnelle, le problème de Tshisekedi qui, de manière illégale, recompose la majorité au niveau du Parlement. Okay. Le fait qu'on nomme de manière complètement illégale aussi, vous savez ce qui a suivi la composition du bureau de la CENI entre les églises et les églises catholiques protestantes contre les autres. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec la publication même de la loi électorale qui est une loi sur mesure. Tous ces faits-là montraient déjà, et nous avons eu à les dénoncer,
que la préparation des élections ne suivait pas la transparence, ne s'était pas inscrit sur le schéma de la transparence. C'est comme ça que nous avons dit lors du dépôt des candidatures que nous ne déposons pas nos candidatures parce que ce que nous pouvons appeler le pire, c'est réalisé à travers l'audit du fichier électoral, en lieu et place de l'audit externe qui pouvait encore reconstruire cette petite confiance entre parties prenantes. Non, on est parti chercher des amis à M. Kadima pour venir faire ce travail, ce sale boulot, et dire que voilà, nous avons fait l'audit du fichier électoral. Et après encore, on dit non, l'audit, ce n'est pas une obligation légale. Donc, puisque ce n'est pas une obligation légale, on pouvait faire n'importe quoi. Moi, je dis, mais là, c'est vraiment où sommes-nous? Quand la CENI programme son calendrier, et elle-même met sur le calendrier qui est officiel, à telle période, à telle date, il y aura audit du fichier électoral. Mais ce texte-là, le calendrier officiel, n'est-ce pas qu'il a, comment, il a valeur d'une loi organique au niveau de la CENI? Le fait que cet audit s'est tenu les années antérieures pour organiser des élections, n'est-ce pas que ça s'inscrit dans la coutume, qui est la source de loi? Alors comment est-ce que les gens aussi intelligents peuvent aujourd'hui nous dire que non, l'audit, ce n'est pas légal, donc nous ne pouvions pas nous tenir à ça, à tout ce qu'elle exige, à tout ce qu'il exige comme régularité pour qu'il puisse apporter vraiment une confiance entre parties prenantes. Okay. Voilà. Donc c'est comme ça que nous nous sommes dit, nous ne déposons pas nos candidatures, okay. Ce qui ne signifiait pas que nous n'allons pas aux élections. Nous ne déposons pas tant que l'audit du fichier électoral ne sera pas réalisé. Et l'audit, nous entendions, nous, que par un organisme qui est outillé à la matière, un organisme qui est capable, après qu'il ait fait ce travail-là, de répondre devant la nation, devant l'opinion internationale, si jamais il y a quelque chose, il peut répondre à cet organisme. Aujourd'hui, là, l'audit qui a été fait, à qui devons-nous nous référer si, comme maintenant, nous formulons des plaintes? Quelle est l'institution qui doit répondre pour nous donner des réponses par rapport aux plaintes que nous formulons? Il n'y en a pas. Parce que ce sont des individus, des parcs qu'on a pris comme ça, on les a donné un travail et puis plus rien. Okay. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec l'audit du fichier électoral opéré par la CENI. Vous n'êtes pas d'accord avec d'abord aussi le bureau actuel de la CENI, pas d'accord avec la Cour constitutionnelle. Les trains étant partis, comment comptez-vous s'y prendre? Parce que vous venez de le dire, d'abord, vous n'avez pas déposé vos candidatures au niveau provincial, national, même municipal, mais vous avez votre candidat à la présidentielle, Martin Fayulu, qui n'a pas aussi déposé encore sa candidature, eu égard aux revendications que vous vous attelez aujourd'hui. Comment comptez-vous s'y prendre? Vous savez, la politique, c'est quand même, comme on dit, pas la manière congolaise. Okay. Quand on dit la politique est dynamique, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes dans telle composante, demain vous changez, vous faites de la transhumance au nom de la politique qui est dynamique. Okay. Mais nous parlons de la politique qui est dynamique dans la perspective contextuelle des réalités politiques où l'homme politique doit s'asseoir, réfléchir et puis remettre certaines positions, je ne dirais pas en cause ou en doute, mais à la réflexion, à la lumière de nouveaux éléments contextuels qui se présentent. Okay. C'est en cela donc nous disons ceci. Il y a des faits, entre autres, l'Église catholique, l'Église protestante vient de nous interpeller en nous disant, écoutez, nous allons mettre sur pied une structure pour assurer l'observation des élections. Nous allons traquer, ça c'est le mot utilisé même par Monseigneur Cholet, okay. Traquer la tricherie. Alors, nous vous invitons, ils ont interpellé nommément le camarade, le président élu Martin Fayulu, qu'il ne faut pas hésiter, il faut déposer vos candidatures. Okay. Donc, cette interpellation aujourd'hui constitue pour nous un lieu de réflexion, okay. De jugement
pour nous dire, bien sûr que nous n'avons pas obtenu l'audit. Eux, comme nous, ont exigé aussi l'audit. Ils ont même proposé l'audit citoyen. Ok. Mais malgré ces refus-là, ils continuent à exiger tout en mettant sur pied ou promettant à mettre sur pied une structure d'observation et de traquage de la tricherie. Est-ce que allons-nous croiser les bras en laissant faire les autres, ou c'est peut-être le moment pour revoir notre position et faire autrement les choses? Actuellement, là où nous sommes, nous réfléchissons sur ça. Ok. Nous réfléchissons sur ça. Et nous disons aussi, au niveau international, même à l'interne, il y a nécessité d'organiser des élections qui soient inclusives. Le fait que nous autres, même le FCC, soient mis de côté, ne favorise pas l'inclusivité. Ok. Il y a nécessité qu'on puisse avoir des élections inclusives pour pouvoir assurer leur crédibilité. Est-ce que par rapport à ça, ceux qui organisent les élections vont-ils se laisser interpeller pour dire, pour que les élections soient crédibles, la dimension de l'inclusivité est importante, alors on peut aussi accueillir, faire en sorte qu'ils répondent quand même à nos revendications et pour que nous allions tous ensemble aux élections. C'est de ça qu'il est question. Et nous sommes en train de réfléchir aussi là-dessus. Qu'est-ce que nous devons faire pour que cette dimension de l'inclusivité puisse être rencontrée à travers nos actes? C'est vraiment la question de l'heure. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et à l'instant, je ne saurais pas vous dire nous y allons ou non. Mais nous pensons quand même, pour ne pas anticiper les choses, si jamais il y a nécessité, si jamais il y a, je ne parlerai pas en termes de nécessité, mais au niveau de notre réflexion, une certaine lucidité qui nous oriente à prendre position. Qui vous oriente, vous, de décider. De décider, évidemment, de l'AMUCA. Okay. Que le président Martin, avec ou sans députés provinciaux nationaux, doit déposer sa candidature, on le fera. Mais là, vous ne vivrez pas les mêmes cas que Tshisekedi, je ne dirais même pas les mêmes cas, parce que lui, au moins, il avait déposé ses candidatures au niveau, je dirais, sur l'ensemble du processus, mais n'avait pas obtenu la majorité parlementaire. Mais vous, en déposant votre candidature, justement au niveau présidentiel, à quoi vous vous attendez? À diriger ces pays sans la majorité? Est-ce que vous n'allez pas tomber dans les mêmes cas que Tshisekedi? Je voulais quand même dire une chose. C'est là où M. Kadima, ou la CENI, le pouvoir et nous ne nous comprenons pas suffisamment. Parce que cela n'était pas une erreur commise. Non, ce n'était pas une erreur. Ce que nous avons donné comme condition, ce n'était pas de l'aventure. Ce n'était pas pour des raisons, je ne sais pas, de complaisance. Le processus électoral nous appartient tous. Le processus électoral, ce n'est pas un bien privé ni du président de la République ou de celui qui s'est dit président de la République, ni du président de la CENI. Le processus électoral, c'est un patrimoine commun. Et c'est comme ça d'ailleurs, au niveau même de la gestion de la CENI, il est recommandé une mise sur pied de ce qu'on appelle le lieu de concertation. Concertation entre parties prenantes. Et nous constatons que pendant ces 5 ans ou 2 ou 3 ans depuis que Kadima est là, cet espace de concertation n'a pas été mis sur pied. On n'a jamais eu à être convoqué, invité, pour que quand on parle de parties prenantes, il ne s'agit pas de remplir le palais du peuple de 900 représentants de partis politiques. Là, ce n'est pas minimisé aussi les autres. Mais non, on le minimise, puisque ces gens-là font partie d'une composante qu'on appelle l'union sacrée. Quand il s'agit de parties prenantes, ce sont d'abord des leaders qui s'apprêtent à poser leur candidature. Qui sont derrière ces leaders-là? Tous ceux, si vous soyez à 10, à 100, à 1000, vous constituez un ensemble. Ok, il fallait vraiment une délégation. Mais justement, on devait dire pour les parties prenantes, Union sacrée, vous venez à 3, Klamuka à 3, FCC à 3, ainsi de suite. C'est là qu'on parle de parties prenantes. Ce n'est pas le fourre-tout organisé par M. Kadima.
Ce n'est pas ça, le partie prenante. Ça, c'est la première chose. Donc, la CENI, ou l'organisation des élections, ou le processus électoral, c'est un héritage commun. Alors, par rapport à ça, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'une composante fait des réclamations, en tout état de cause, il faut quand même rester à l'écoute. Il faut entendre qu'est-ce que l'autre dit, au lieu de toujours fonctionner en termes de passage en force, comme si les autres là ne valaient rien, comme si les autres là n'avaient rien à dire sur le processus. Et c'est tout ce que nous avons vécu. C'est comme ça, quand nous avons dit, nous ne déposons pas tant qu'on attendait quand même qu'il s'arrête. Mais on a l'impression qu'on est devant des gens qui sont obnubilés par cette volonté de tricher, alors tout ce que vous dites ne sert à rien. Or, notre discours a été relayé par la société civile. C'est-à-dire que ce que nous disions, c'était des choses vraies, et tout le monde le constate, mais non, eux ne voient pas ça. Aujourd'hui, nous estimons que si nous décidons que le président Fayoulou doit déposer sa candidature, donc la CENI, doit ouvrir le BRTC pour accueillir, recevoir les candidatures au niveau de la députation nationale. Dans ces pays, on a connu ça, puisque les gens aiment bien vous parler aussi de jurisprudence. Mais cela ne violerait pas aussi la loi. Non. Quelle loi? Ça ne viole pas la loi parce que le calendrier, bien sûr, a été publié, mais parce qu'il y a eu telle situation, on peut, tant que ça ne néglige pas le déroulement du processus dans les jours qui restent, c'est ce qu'on doit faire. On doit le faire justement pour satisfaire les idées. Ce n'est pas pour satisfaire les idées, c'est pour répondre à l'exigence de l'inclusivité du processus. Le processus doit être inclusif. Qui n'était que des caprices. Ce ne sont pas des caprices, parce que ce que nous avons dit, ce que nous revendiquons reste vrai. Reste vrai. Si donc aujourd'hui, comme je le dis, que nous disons, nous déposons, parce que nos pères spirituels nous ont proposé ceci, nous ont dit cela, c'est à cause de ça, avec confiance que nous avons vis-à-vis d'eux, que nous déposons. Mais eux doivent être dans l'obligation, parce que l'inclusivité, c'est une obligation. L'inclusivité du processus, c'est une nécessité. Et ils doivent ouvrir le BRTC pour accueillir les candidatures de la MOUCA. Et c'est comme ça que je voulais dire, dans ce pays, on a vécu ça. Alors, en 2006, donc, on dit, voilà, vous n'avez pas déposé en 2006, quand Tshisekedi s'était retiré. Mais la CENI avait ouvert le BRTC pour que le candidat de l'UDPS aille déposer. C'est le président Tshisekedi qui a refusé. Parce qu'ils avaient exigé encore plus. Parce qu'ils avaient exigé à ce moment-là, même au niveau du gouvernement, qu'on puisse restructurer les choses. On peut dire que voilà. Vous n'avez pas inventé la roue. Nous n'avons pas inventé la roue, mais ce qui est là derrière, c'est le fait que les gens doivent prendre conscience que le pays nous appartient tous. Quand vous organisez un truc pour le bien de tout le monde, et qu'il y a un camp qui revendique, qui dit ceci, on doit prendre ça en compte. Parce que ce n'est pas quelque chose de privé. On ne peut pas privatiser le processus. Donc nul n'a les monopoles. Non, personne. Le processus, il est commun. Le processus, il est citoyen. Et quand nous disons que ceci, ça ne va pas, on doit tenir compte de ça. Mais on a l'impression que ce n'est pas le cas. Vous avez évoqué tout à l'heure les propos tenus par Monseigneur Chollet, qui est d'ailleurs considéré des propos d'un prophète des malheurs. Mais vous avez également dit que les propos de Monseigneur Chollet a quand même donné lieu à des réflexions au niveau de l'ECD. Mais pourquoi les faire seulement au niveau de l'ECD en lieu et place du bloc patriotique? Est-ce que ça ne serait pas aussi une sorte de l'échec de ces blocs patriotiques que certains envisageaient déjà une séparation dans l'avenir? Mais non, c'est-à-dire que le bloc patriotique tel qu'il a été constitué, il n'existait plus. Il n'existait plus. La structure qui a mis ensemble le président élu Fayoulou, le président Moïse Katumbi, Matata, Denis Sessanga, voilà. Ça n'avait pas cette dénomination, la bloc patriotique. Ce sont des candidats. Ce sont des candidats qui déclaraient à la présidence et qui se disaient les trois de l'opposition, nous de la résistance, à un moment donné, qui ont senti la nécessité de mettre leurs intelligences ensemble pour pouvoir contrer justement la tricherie. Pour pouvoir contrer la tricherie. Et à l'instant
je pense que les déclarations de Monseigneur Donatien Cholet rejoignent ceux de l'ensemble du parti du président Matata Mpogno ou quoi. Voilà, je pense que là-dessus, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Eux, ils ont déjà déposé leur candidature. C'est comme ça, nous, comme on n'avait pas déposé de candidature, que l'interpellation nous a été adressée directement. C'est dans ce sens-là. Alors, à quoi peut-on dire servait même pas les blocs patriotiques, mais cette union-là des candidats au niveau présidentiel de l'opposition? Quand nous, on avait dit nous ne déposons pas, les amis ont dit non, malgré ça, nous, on va déposer. Ils sont allés déposer. Nous, on a résisté. Bon. C'est vrai qu'à ce moment-là, nous sentions que c'était une contradiction par rapport à nos revendications. Okay. C'était une contradiction. Pourquoi est-ce qu'on exige l'audit du fichier électoral? Je l'ai dit, c'est pour avoir des élections transparentes. Okay. C'est pour avoir des élections transparentes. Aujourd'hui, avec les déclarations nous adressées par l'ECC, par l'Église catholique, est-ce que ça suffit pour que nos revendications puissent tomber dans l'eau? Nous disons ceci. Si nous avons exigé l'audit du fichier électoral, c'est pour qu'il y ait transparence. Mais cette transparence, on n'obtient pas par des revendications, okay, comme nous l'avons exigé. Mais eux nous proposent d'obtenir la transparence par l'observation des élections, par le témoin qu'on mettra ensemble, et pardon, qu'on va désigner dans les différents bureaux de vote. Okay. Alors, nous réfléchissons, je vous dis, est-ce que si nous pouvons obtenir cette transparence par ces moyens-là, devons-nous encore rester dehors ou nous nous engageons pour pouvoir éviter justement que n'importe quoi se fasse? Okay. Comme le dit, si vous n'êtes pas là, c'est le boulevard que vous laissez. Mais nous disons, nous laisserons le boulevard à personne. Okay. À personne. C'est comme ça dans notre réflexion, on est aussi à l'écoute de la population. Qu'est-ce que la population dit? Okay. Nous demandons que nos dossiers soient reçus. Si on refuse nos dossiers, nous déposons seulement, puisque lui il est dans le timing, la candidature du président élu. Qu'est-ce que ça va donner sans les députés? Qu'est-ce que ça donnera? Nous y réfléchissons. On peut y aller si le bureau national arrive à prendre une décision favorable, on le fera. On le fait, alors on le fera. Vous réfléchissez bien sûr, monsieur le professeur, secrétaire général Faustin Kwakwa, mais la CENI ne vous attend pas. Non, le dépôt de candidature pour le présidentiel, c'est jusqu'au 9 octobre. Bien sûr. Il y a encore du temps. Mais vous avez suggéré à déposer aussi... Mais justement, dans ce timing, justement, nous avons suggéré, nous continuons à le suggérer. Si la CENI ne mord pas ces projets... S'il ne mord pas, il ne mord pas. C'est ce que je dis. Dans notre réflexion, nous dégagerons justement la position qui sera la bonne pour nous. Soit on dira, puisqu'il en est ainsi, le président Fayoulou ne dépose pas sa candidature, ou nous allons dire, même si nous ne sommes pas là, le président Fayoulou va déposer sa candidature, alors on y va. Et ainsi, on battra campagne rien que pour le président. J'ai réfléchi cette option. Mais je dis que nous sommes en train de réfléchir, et c'est possible de le faire. C'est possible. Et en espérant une victoire. Mais pourquoi pas? Et bien diriger aussi les pays. Mais pourquoi pas? Vous savez qu'il y a eu des fois, dans notre propre constitution, quand vous voyez les prérogatives qu'on reconnaît au président de la République, les prérogatives qu'on reconnaît au Premier ministre, comment on compose le gouvernement, comment on arrive à nommer le Premier ministre, c'est-à-dire quand vous lisez tous ces textes du droit, il y a possibilité dans notre pays d'avoir ce qu'on appelle quand vous voyez en France, on a connu le gouvernement de M. Giscard, oui, c'était Giscard, oui. Non pas Giscard, Chirac, oui. Avec le président de la gauche, Mitterrand. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez un président qui est de la gauche,
un Premier ministre qui est de la droite, parce qu'au Parlement, ce sont eux qui sont majoritaires. Apparemment, Donc, c'est comme vous tenez à une réalité que le peuple congolais venait déjà de vivre entre Tshisekedi et Kabila, qui n'a pas marché. Vous voulez aller toujours dans la même logique. Mais non, les choses n'ont pas marché parce que M. Tshisekedi n'était pas élu par le peuple. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Ça s'est fait parce que la manière de placer M. Tshisekedi, et même ce Parlement-là, ont été mis sur pied de façon frauduleuse. Okay. Plusieurs députés étaient nommés. Le président de la République lui-même était nommé. C'est comme ça que ces gens qui l'ont mis en place voulaient avoir le dessus sur lui. Ils pensaient que c'était une marionnette qu'eux devaient manipuler. Et puis, tout compte fait, tout ce à quoi nous avons assisté, ça c'est ma position à moi, okay. Mon analyse, c'est toujours de la distraction. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, pour moi, je ne crois toujours pas que M. Kabila et M. Félix sont en conflit. Ah, ils sont toujours en connivence. Je l'ai dit, pour moi, ils sont toujours de connivence. Okay. Ils travaillent ensemble. Ce sont des stratégies qu'on a mis sur le pied pour pouvoir faire croire aux Congolais qui haïssaient Kabila, qui avaient compris que M. Félix a été nommé, placé par M. Kabila. Alors il fallait distraire les Congolais, mais en réalité, ils sont toujours en place. Il n'y a que Martin Fayulu qui est vrai, il n'y a que Martin Fayulu qui est crédible. Je vous laisse l'occasion d'en parler vous-même, d'en juger sur base des actes. Parce que qu'est-ce qui fait la crédibilité de quelqu'un? Ce sont les actes qu'il pose sur le terrain. La constance de monsieur par rapport à la classe politique congolaise que nous connaissons, sa façon d'agir, sa façon d'être, de se compromettre. Quand vous regardez tout ce qui caractérise cet agir de compromission du politique congolais, et vous regardez la manière dont M. Fayulu agit, vous pouvez vous-même vous donner la réponse. Le professeur Faustin Kouakou, et moi, je n'hésiterai pas de dire que c'est un homme cohérent, c'est un homme crédible, c'est un homme intègre, et là, il n'y a pas de pareil. Mais qui fait aussi des faux pas. Mais l'homme, par nature, a des faiblesses. Tout homme peut commettre des erreurs. Comme s'il n'écoute pas son entourage. Non, le problème, ce n'est pas qu'il n'écoute pas son entourage. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Le vrai problème chez nous, c'est l'inconsistance dans le combat politique et puis la transhumance. Mais lorsqu'aujourd'hui Martin Fayulu prend position de ne pas déposer les candidatures au niveau national et provincial, et il mettait justement sa candidature, vous ne pensez pas que ce n'était pas une bonne décision? Mais ce n'est pas lui qui a décidé, c'est la Mouka dans son ensemble, je vous le dis sincèrement. Nous avons eu plus d'un mois à discuter sur ces problèmes-là. Okay. Quand on a annoncé publiquement que nous ne déposons pas, c'était une réflexion mûrie dans l'interne. Nous avons discuté, il y a des amis qui n'ont pas accepté. Si ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes sincères. C'est à l'interne qu'ils ont discuté. Okay. Les positions qu'ils ont avancées quand ils sont sortis, ce sont des positions qu'ils ont présentées quand on discutait de ces problèmes. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est Fayulu qui a imposé ça. Non. Nous avons senti la nécessité pour faire pression justement par rapport au combat que nous menons et aux revendications. Et c'est même la Mouka aujourd'hui qui tient à la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle. Ce qui est normal. Donc on ne peut pas aussi dire que quelque part la Mouka n'avait pas bien réfléchi lorsqu'aujourd'hui il fait faire, il veut plutôt revenir sur son erreur en voulant aujourd'hui déposer encore les candidatures. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est ce que je suis en train de dire. Le dépôt de la candidature du président de la République, du président Martin Fayulu à la présidentielle est encore dans le timing normal. Ça c'est clair. Okay. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Nous sommes en train de réfléchir par rapport aux éléments nouveaux qui sont entrés dans le contexte. Okay. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire en tant que politique. Ces éléments nouveaux qui nous ont été apportés. C'est quoi ces éléments nouveaux? Mais je l'ai dit tout au début, la déclaration ou l'interpellation de l'ECC, de l'Église catholique, qui nous dit que ne craignez pas, nous mettons sur pied un système de traquage. Si vous n'avez pas obtenu, parce que c'est ça le vrai problème, l'audit qui garantit la transparence, nous allons vous donner la transparence en traquant la tricherie. Comment? Mais justement, puisqu'ils promettent de mettre des observateurs,
puisqu'ils promettent de pouvoir encadrer, ils promettent de créer une tabulation des résultats, ils nous disent qu'ils vont publier les résultats, ils interpellent le peuple congolais à user de l'article 64 si jamais les résultats que eux vont publier ne vont pas de pair avec les résultats de la CENI, puisque le leur sera objectif, vrai et sincère, que le peuple puisse descendre dans la rue. Voilà ces éléments nouveaux qui entrent dans le contexte. Moi, je suis dans le combat politique depuis des années en tant que membre de la commission justice et paix pendant plusieurs années. Ok. Aujourd'hui, dans la politique active, jamais l'Église n'a évoqué l'article 64. Jamais. Aujourd'hui, les évêques, dans leur déclaration, parlent de l'article 64. Pour nous, en réfléchissant, c'est un élément nouveau qui entre dans le contexte. Et pourquoi nous n'allons pas considérer cet élément-là? Donc, c'est ça être politique. Ce n'est pas faire la transhumance. Donc, changer une position qui a été prise à la lumière des éléments nouveaux, ce n'est pas se contredire, ce n'est pas être incorrect. Mais c'est moral d'ailleurs. Mais ce qui est mal, c'est quand on use de l'immoralité dans les actes qu'on pose. Ici, nous ne sommes pas dans l'immoralité politique. Nous sommes dans une réflexion politique à partir des éléments nouveaux et nous pouvons prendre une position nouvelle par rapport aux déclarations que nous avons faites Je avant. suis en face d'un secrétaire général adjoint de l'ECD, au cadre de la MOCA. L'article 64 est régulièrement évoqué par vous, de la résistance. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui, au stade actuel, vous avez la capacité, ou je dirais, voilà, la capacité de mobiliser les peuples congolais à faire face à ce que vous voulez évoquer ou recourir à l'article 64 en question? Je l'ai bien dit, hein, l'Église le dit, nous le disons. Le peuple congolais, on va pas... Le peuple, c'est une entité qui peut bien nous surprendre. Ce sont souvent, quand on dit, voilà, une analyse un peu très négative du peuple congolais, qui ne réagit pas, qui est ceci, qui est cela. Mais quand on regarde aussi, on revisite notre histoire, on voit que dans certains moments clés de l'histoire, le peuple a joué un rôle décisif. Le peuple a joué un rôle décisif et nous pensons que la capacité de mobiliser, elle est là et nous allons faire foi, surtout que les conditions dans lesquelles notre population vit doivent nécessairement l'amener à se prendre en charge. Et on ne doute pas que cela puisse se faire avec évidemment l'apport des églises, l'apport de la société civile. On ne doute pas que cela se fasse. Et il y a aussi un contexte historique en Afrique aujourd'hui qu'on ne peut pas négliger. L'Afrique est en train de bouger. Dans plusieurs pays d'Afrique, on sent cette volonté de la population, des peuples africains, qui ne veulent plus qu'on puisse le conduire du bout de nez. On le voit. Et les gens qui ne savent pas lire les signes de temps, malheureusement, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Et vous soutenez cet état de choses? Mais c'est tout à fait normal. Constitutionnel. Qu'est-ce qui n'est pas constitutionnel? Le coup d'État. Ah, mais qu'est-ce qui est constitutionnel? La tricherie, c'est aussi un coup d'État. Quand les gens trichent aux élections, ils font le coup d'État. Ce n'est pas moins que le coup d'État militaire. Et si jamais il y a une structure qui vient qui fait un coup d'État, vous êtes entré par coup d'État et vous voulez vous en prendre à lui. Mais ce que nous disons ici, ce n'est pas un coup d'État militaire, mais nous parlons de l'article 64 qui part sur base de la souveraineté du peuple. Parce que le peuple est au-dessus de tout. Le peuple donne le pouvoir, il peut le retirer quand il veut, comme il le veut. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand la souveraineté du peuple s'exerce dans l'application ou par l'application de l'article 64, il n'y a pas de coup d'État. Pensez-vous que vous allez obtenir gain de cause lorsque nous observons aujourd'hui la transhumance qui règne au sein de l'opposition? On peut donner raison au chef de l'État qu'il a une opposition faible. Non, vous ne pouvez pas donner raison à une telle déclaration parce qu'elle est complètement légère en elle-même et puis complètement inconséquente. Dans la tête de celui qui dit on a une opposition faible, parce qu'on pense que l'opposition c'est celle qui doit brûler. L'opposition c'est celle qui doit faire violence. Alors quand vous ne brûlez pas, vous ne faites pas violence, vous êtes faible. C'est pas ça, ce n'est pas ça. L'opposition dans la démocratie, elle se distingue par des prises de position. Nous avons écrit la loi portant organisation de la CENI, la loi
portant comment, enrôlement des électeurs, la loi sur le calendrier électoral. Nous leur avons présenté ça. Est-ce qu'ils ont pris ça en compte? Chaque fois qu'il y a des problèmes, nous prenons position. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir un manifeste du programme pour le Congo, qu'eux n'ont pas. Et c'est ça la faiblesse. C'est la tête qui doit travailler. L'opposition doit se faire sentir dans des prises de position. Dans des prises de position. Quand il y a une situation, on veut trouver une solution, on le dit. Nous avons dit comme opposition, ne vous engagez pas à aller dans le EAC. Voilà les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas adhérer dans l'EAC. Ils nous ont entendus. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce qu'on patauge. Nous avons dit comme opposition, nous continuons à le dire, qu'il y a une connivence entre le pouvoir de Kinshasa et la guerre qui se passe à l'Est. Nous avons démontré. Nous avons notre député national en la personne de l'honorable Kassekwa. Chaque fois qu'il est au front, qu'il fait des analyses, qu'il introduit au Parlement des revendications pour pouvoir trouver des solutions. Est-ce qu'il regarde ça? On n'y prend pas en compte. On n'en prend pas en compte. Allez-vous venir dire comme ça, de manière complètement irresponsable, qu'on a une opposition faible? Mais vous ne comprenez pas ce que c'est l'opposition alors. Et dans ces cas, vous avez, je crois, vous êtes dans la logique de déposer quand même vos candidatures à tous les niveaux, mais est-ce que cela ne donnerait pas lieu à un report des élections? Il n'y a pas de raison. Le dépôt de candidature, c'est 10 jours. Une semaine à 10 jours. Et les autres, activités vont continuer. Mais ça va aussi nécessiter les traitements de ces dossiers-là. Mais ce n'est pas un problème. C'est comme les autres dossiers qui ont été déposés sont en train d'être traités. C'est dans cette mouvance, on les fait entrer et puis c'est tout. C'est le jour où on dépose qu'on regarde, c'est dans ces 10 jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait dans le BRTC? Qu'est-ce qu'ils ont comme travail? Mais s'il faut prendre en compte toutes vos revendications aujourd'hui, parce que vous en tenez, il faut l'audit du fichier électoral, la situation sécuritaire aussi pose problème. S'il faut justement prendre en compte toutes ces revendications-là, cela ne donnerait toujours pas lieu au report des élections. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi être d'accord avec cet aspect des choses? Non, ça, nous l'avons dit depuis très longtemps. Depuis 2019, nous avions proposé le plan de sortie de crise. Encore une fois, ces gens qui disent l'opposition est faible. Nous avons proposé un programme, un plan de sortie de crise qu'ils n'ont jamais considéré. Le problème de l'insécurité à l'Est, mais c'est à eux à gérer ça. Nous avons depuis très longtemps épinglé le problème où ça se trouve. Nous l'avons toujours dénoncé. Mais eux, ils sont toujours là avec ces gens qui nous font la guerre. Ils vont faire croire aux pays qui sont en conflit, mais aux peuples congolais qui sont en conflit. Mais en réalité, non. Moi, j'ai toujours évoqué ce cas. Regardez la manière dont le président ukrainien gère la guerre chez lui. Comparez ça à la manière dont Papa Kabila père, a géré la guerre. Et regardez l'attitude de M. Tshilombo. Faites vous-même des conclusions. Est-ce que le pays qui est en guerre, son chef agit comme il agit, lui? Se comporte comme il se comporte? Parce que si vous vous méconduisez, vous êtes en train de vouloir à tout prix organiser des élections pour vous-même, ou vous mettez sur pied la tricherie, ça peut mal tourner. Okay. Et tout à fait normal. Et puis, quand j'entends certains venir prendre la parole en évoquant même certains canons, que l'Église doit rester, certains canons, donc certains articles du droit canonique, voilà, que l'Église doit rester au milieu du village. J'ai toujours dit, des gens qui ignorent tout, qui veulent toujours se faire passer pour des connaisseurs. C'est quoi ça l'Église au milieu du village? Quand vous prenez même l'Évangile, Jésus n'a pas été au milieu du village. Jésus lui-même était toujours du côté des pauvres, du côté de ceux qui souffrent. Il n'a pas hésité de dire à Hérode, là, aller dire à ces renards. Jésus n'a pas hésité de stigmatiser le comportement des pharisiens. Les pharisiens, c'était l'incarnation du pouvoir politique, culturel, religieux. Okay. Et quand Jésus stigmatise ces gens-là, c'est donc c'est l'autorité de la communauté juive qu'il remet en cause. Okay. Alors, quand aujourd'hui les gens trichent, quand aujourd'hui les gens volent, quand aujourd'hui les gens détournent au détriment du peuple, de la population, et que l'Église, par ses évêques, par ses responsables, viennent alerter, qu'on dise non, l'Église n'est pas à sa place,
Je suis désolé. Avant d'être prêtre, évêque, religieux, religieuse, on est d'abord citoyen. Ok. Et en tant que telle personne, personne ne pourra arracher, retirer ce droit du citoyen à un évêque, à un prêtre, à une religieuse, à un religieux. Comme citoyen, ils partagent les mêmes droits, les mêmes obligations avec tous les autres citoyens. Alors, c'est tout. On arrive sûrement à la fin de cette émission, professeur Faustin Kwakwa. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Vous êtes également un haut cadre de l'AMOCA. Après l'échec de l'unité de l'opposition, après la non prise en charge de vos revendications, audit du fichier électoral, récomposition de l'équipe CENI, la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que le peuple congolais peut tenir comme? Nous ne voulons plus que le peuple puisse être victime par un groupe d'individus, parce que le fait que nous passons toujours d'un pouvoir illégitime à un pouvoir illégitime, le Congo jamais ne s'organise. Et cela doit prendre fin. Et l'acteur majeur, c'est le peuple lui-même. Okay. Et en parlant là, j'interpelle justement la population congolaise de savoir que si l'Église, les partis politiques, qui ont encore le bon sens, qui ont encore de l'amour pour le pays, qui veulent avoir un pays Congo plus beau qu'avant, leur demande de prendre leurs responsabilités, qu'ils n'hésitent pas. Qu'ils n'hésitent pas. Leur avenir dépend d'eux-mêmes et c'est à eux à de partager tout le vendeur d'illusions qui ont montré pendant qu'ils ont exercé ici leur incapacité, leur appelons ça vraiment comme ça, c'est immoralité politique, parce que les détournements font partie de l'immoralité politique. Il faudrait qu'on le mette en échec pour qu'on choisisse des personnes vraiment qui répondent à leur vision et qui peuvent travailler pour le bien de ces pays. Au-delà de tout, la gratuité de l'accouchement est effective, la gratuité de l'enseignement est également effective. Mais pendant tout ce temps, on a critiqué. La gratuité de l'enseignement ne se ramène pas au fait que les parents ne payent pas. La gratuité de l'enseignement, c'est aussi la qualité de l'éducation, de la formation qui est donnée. C'est aussi les infrastructures des écoles où les enfants étudient. C'est aussi les conditions de bonnes des enseignants. Ce n'est pas que vous prenez 21 000 $ et puis vous venez donner aux enseignants 100 $ et vous dites c'est ça la gratuité. Vous servez le président de la République qui ignore même son salaire. On ne sait même pas combien de centaines de milliers de dollars qu'on se sert. Et puis, on parle de la gratuité quand l'enseignant, le professeur que nous sommes ici, nous travaillons. Regardez ces choses-là. On paye le salaire ici. Moi, comme professeur, c'est seulement hier que j'ai été payé, alors qu'il y en a d'autres qui ont été payés depuis ici, c'est le 28, le 29. Pourquoi tout ce temps ici? 2 semaines de retard. Et puis, ces salaires, tantôt on vous coupe autant, tantôt on vous coupe autant, sans se concerter, on ne sait même pas. On promet des histoires depuis des années qu'on ne réalise même pas. Est-ce qu'on va fonctionner comme ça? Ce sont des illusions qu'on a données aux gens, c'est tout. On avance quand même mollo, c'est pas par un bâtiment. Mais non, les pays, non. On avancerait si de l'autre côté, on sentait quand même cet esprit d'abnégation, cet esprit de sacrifice, et tous ensemble, on fonctionnerait dans la même dynamique. Mais quand vous voyez que ceux qui sont au-dessus se servent de manière scandaleuse, comment vous pouvez parler d'avancement? Il n'y a pas d'avancement. Ils sont là pour eux-mêmes. Quand on détourne, c'est toujours en termes de millions. Dans le nombre de familles se sont partagées des carrés miniers. Partout, tout c'est dit, non? Alors, comment vous pouvez parler d'avancement? On a consacré l'injustice dans la gestion de la chose commune. Il n'y a pas d'avancée. Notre temps est épuisé. Professeur Faustin Kwakwa, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint et haut cadre, secrétaire général adjoint de l'ECD et haut cadre de l'AMOCA. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je pense que dans les prochains jours, sinon dans d'autres numéros, nous allons encore faire appel à vous pour qu'on puisse traiter d'autres questions d'actualité. Je l'ai d'ailleurs dit tantôt, l'actualité étant évolutive. Merci. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. N'oubliez pas de nous suivre également sur YouTube grâce à l'aide des enseignants TV. Et à bientôt.